Good Morning Business, spéciale élection européenne avec la Tribune. Décryptage, débat et reportage. Good Morning Business vous accompagne jusqu'au résultat. Good Morning Business, spéciale élection européenne. Laure Closier. L'Europe a-t-elle les moyens de se protéger? On poursuit avec notre spéciale élection européenne sur les questions de défense. Michel Cabirol est toujours avec nous. Nous ont rejoint Simon Carreau de la revue Contexte et également Philippe Rivière, président d'ACI. Bonjour. Et Hugo Brugière, PDG de Cybergun et de Vernet Caron. Avant de rentrer dans le détail de nos sujets industriels, Jean-Baptiste Huette, redonnez-nous le détail. On s'est réveillé côté aide à l'Ukraine, mais on est encore loin des États-Unis. Alors malgré tout, ce sont quand même, il y a différentes, on va voir, c'est un petit peu différent. Aujourd'hui, ce sont quand même les Européens qui devancent les États-Unis dans l'aide internationale à l'Ukraine. C'est ce que nous montrent en tout cas les chiffres du Kiel Institute, qui publie régulièrement depuis le début du conflit un classement des pays selon l'aide apportée à l'Ukraine. Entre janvier 2022 et janvier 2024, les institutions européennes ont apporté 85 milliards d'euros et les États-Unis 67,7 milliards. Alors effectivement, ces chiffres regroupent les engagements financiers, humanitaires et militaires. En revanche, lorsque l'on rentre dans le détail et qu'on observe les pays qui ont envoyé le plus d'aide militaire, là on a des choses qui sont très différentes. Toujours selon le Kiel Institute, les États-Unis, 42 milliards de dollars, on est quasiment à 18 milliards pour l'Allemagne, presque 10 pour la Grande-Bretagne, et puis on descend comme ça le classement, 5,6 milliards pour les institutions européennes, et puis vous voyez tout là-bas, en 16e position, 600 millions d'euros, la France. Alors sachez que Paris est en désaccord évidemment avec ce chiffre. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, passablement agacé, a publié il y a quelques jours, c'est un document assez rare d'ailleurs, une liste avec la totalité de l'armement qui a été livré à l'Ukraine. On est aux alentours de 3,8 milliards d'euros. Alors beaucoup se demandent aujourd'hui si ces aides vont se poursuivre. C'est vrai que depuis le début de l'année, la dynamique semble fléchir, en particulier aux États-Unis. Les Américains doivent-ils être l'éternel chevalier blanc de l'Europe? C'est un débat qui a lieu là-bas. Bouge-toi l'Europe, c'est ce que dit Donald Trump, évidemment, l'ancien président américain qui s'est saisi avec plaisir de ce dossier. Mais même le patron de la CIA lui-même, Williams-Burn, s'inquiète. En tout cas, selon lui, l'Ukraine peut perdre si les États-Unis ne fournissent pas davantage d'aide militaire. Alors, est-ce qu'on s'est assez bougé? Je commence avec vous, Simon Carreau, vous qui suivez bien sûr les questions budgétaires européennes. On voit que le réveil il date d'il n'y a pas très longtemps, 18 mois, la guerre en Ukraine. Est-ce que désormais la donne a complètement changé? La donne a commencé à changer, mais ce qu'on peut constater un peu plus de 2 ans après le début de la guerre en Ukraine, c'est qu'en fait ça ne suffit pas, puisque l'Ukraine est dans une situation difficile sur le plan militaire. Donc les Européens sont en train de prendre conscience que les efforts qui ont été fournis sont conséquents jusqu'à présent, mais ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de défense dans le cadre de la pré-campagne des Européennes. Avec des réflexions sur un commissaire européen à la défense, par exemple, avec des réflexions sur le budget qui doit être alloué à la défense. Donc il y a eu un premier réveil au printemps 2022 et un nouveau réveil actuellement. Un commissaire européen à la défense, Michel Cabirol, avant de rentrer dans les problématiques industrielles, ça va se faire? Ça fait partie des projets? Ça paraît très logique, non? Ça va se faire. En fait, il y a pratiquement déjà un commissaire européen avec Thierry Breton qui a fait beaucoup de choses pour l'Europe de la défense. Il a marché dans les pas de l'ancienne commissaire Bieńkowska qui a lancé tout ce processus de l'Europe de la défense. Et donc, il a marché dans ses pas et il l'a amplifié. Et donc, il a eu beaucoup d'impact sur l'Europe de la défense et sur les budgets de la Commission, puisque la Commission commence à financer l'Europe de la défense. Donc oui, un commissaire de la défense, pourquoi pas, mais... Il y a des pays qui n'en veulent pas. Oui, il y a des pays qui n'en veulent pas. Je pense que l'Allemagne n'en veut pas. Mais très honnêtement, c'est le sens de l'histoire. Du côté industriel, on vous demande beaucoup du côté des PME, 4500 PME de la défense derrière les gros industriels, ça fait du monde à mettre en marche en économie de guerre. Philippe Rivière, vous êtes le président d'ACI, vous représentez Cluster Eden pour ces ETI de la défense. Quand on vous dit il va falloir accélérer la cadence, qu'est-ce que vous dites derrière? Je ne vais pas y arriver, il me faut plus d'argent, j'ai besoin de talent? Alors, il faut plusieurs choses et effectivement, en représentant la BITD, on travaille sur la consolidation, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir une taille critique nous permettant de faire face à l'ensemble des enjeux, parce que c'est pas que la montée en puissance, si je puis dire, industrielle. On a plein d'enjeux sur la cybersécurité, sur effectivement la guerre des talents et autres. Pour la plupart de nos entreprises, elles sont duales. Ça veut dire qu'on a aussi des montées en cadence
côté civil, quand on parle du nucléaire, de l'aéronautique, etc., qui sont souvent quand même des marchés parallèles à nos marchés de la défense, parce qu'on est sur les mêmes moyens. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un enjeu de taille pour aller chercher effectivement l'ensemble de ces enjeux. ACI, vous nous redites exactement ce que vous faites? Alors on fournit de la fourniture industrielle pour les marchés donc aéronautique, nucléaire et défense. Du côté de Cybergun, vous avez racheté Vernet Caron, c'était il y a combien de temps? 18 mois, non? Il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, voilà, j'étais pas trop loin. Qu'est-ce que vous dites-vous quand on vous dit qu'il va falloir accélérer la cadence, produire? Je pense qu'on a tous envie effectivement d'accélérer la cadence et de produire. J'étais déjà venu chez vous il y a quelques mois en disant que ce dont on a besoin surtout, c'est de visibilité. On a besoin de visibilité sur le long terme. Le temps industriel n'est pas le temps politique et le temps industriel est un temps long. Donc il faut des contrats de long terme. Il faut du contrat à long terme, en tout cas minima de la visibilité. Il faut de la visibilité. Le temps, la formation industrielle, le temps de l'équipement industriel, le temps des investissements industriels, tout ça est extrêmement long. Il faut de la visibilité, il faut de la transparence aussi sur ce que peut donner cette visibilité dans un sens ou dans l'autre, que ce soit positivement ou négativement. En tout cas, il faut de la visibilité. Ça, mais de la visibilité, c'est un contrat. Je vois pas ce que ça peut être d'autre, parce qu'a priori, on est parti là pour quelques années quand même. Non, il peut y avoir effectivement à la fois un contrat, il peut y avoir aussi une vision politique et il peut y avoir à un moment donné une décision d'ancrer ça dans la durée. Par exemple, sur, je vais prendre le cas qui me concerne, sur la partie armement, c'est quoi l'arme de demain? C'est quoi le programme de recherche de l'arme de demain? Vers quoi est-ce qu'on va? Et qu'est-ce qu'on a envie de faire comme arme du fantassin pour 2030, 2040, 2050? C'est ça aussi la visibilité. C'est pas uniquement que des contrats. Vous voulez pas vous planter d'investissement, quoi? Non, c'est surtout que, encore une fois, la filière industrielle est très très longue à mettre en place et c'est aujourd'hui qu'on met en place ce dont on aura besoin en 2030, en 2035, en 2040. Eh bien on va continuer d'en parler ensemble, vous ne bougez pas, on marque une pause, on se retrouve juste après, on continuera bien sûr sur nos sujets de défense, on va parler financement, on va parler réquisition notamment, à tout de suite. Good Morning Business, spéciale élection européenne avec la Tribune. Décryptage, débat et reportage. Good Morning Business vous accompagne jusqu'au résultat. Good Morning Business, spéciale élection européenne. Laure Closier. L'Europe a-t-elle les moyens de sa sécurité? C'est notre question jusqu'à 9h avec Philippe Rivière, président d'ACI, Hugo Brugère, le PDG de Cybergun et de Vernet Caron, Michel Cabriol de La Tribune et Simon Carreau, journaliste à Contexte. On était en train de parler de visibilité, des contrats qu'on peut avoir à long terme avec vous, notamment Hugo Brugère. Ces contrats, vous les avez? On a une loi de programmation militaire sur 7 ans. Ça veut dire qu'on sait globalement qu'on a 400 milliards à dépenser d'ici 7 ans. C'est bien quand même, ça donne un cadre. Alors c'est très bien, c'est une première, j'ai envie de dire, historique et heureusement, et on en avait besoin. Maintenant, c'est toujours la même chose, le diable se cache dans les détails. Il faut arriver à transformer ça d'une loi de programmation militaire qui donne une visibilité, majoritairement aux très grands donneurs d'ordre, hein, on va pas citer de nom, mais majoritairement les très grosses sociétés de la défense. Il faut que ça descende. Il faut que ça descende jusqu'à nous. Je vais vous prendre un exemple. Chez moi, dans notre division, on fait de la sous-traitance et de la traitance sur le marché de la défense. On a aujourd'hui entre 10 mois et 1 an de visibilité. C'est bien, c'est mieux que ce que l'on a connu il y a encore déjà quelques temps, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Des investissements aujourd'hui, si on a besoin d'avoir des investissements, et si on se dit à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, voilà quels sont les objectifs, les investissements n'ont strictement rien à voir avec une visibilité à 10 mois ou à 12 mois. Ce problème de visibilité, l'ensemble des boîtes du cluster Elden, elles ont la même problématique? Et complètement, je confirme, et c'est aussi un des travaux du cluster Eden de pouvoir discuter en front avec les grands donneurs d'ordre pour expliquer effectivement qu'aujourd'hui se décide l'ensemble des investissements d'avenir sur les 5-6 prochaines années, qu'on doit faire des choix entre les filières, on doit faire des choix aussi d'investissement en termes de croissance, notamment sur quel est le pays qui va être dans la BITD européenne, stratégique pour nous, en fonction si on est dans le naval, terrestre, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de discussions pour arriver à irriguer de manière cohérente entre ce qui arrive de la DGA, de la loi de programmation, les donneurs d'ordre et la BITD. Simon Caron, on parlait avec Emmanuel Kiva de cette fragmentation, on en reparlera ensemble, du tissu industriel européen sur les questions de défense. Est-ce qu'il y a aussi au niveau du Parlement européen cette défense, chacun de ses intérêts individuels, nationaux, cette difficulté à construire un projet européen commun? Oui, enfin au-delà du Parlement européen, en Europe il y a 27 pays. Et en fait, c'est 27 marchés, 27 donneurs d'ordre. Aujourd'hui, les Européens investissent environ 300 milliards d'euros par an dans leur défense, 300-350 milliards d'euros. Mais en fait, c'est pas
un chèque de 300 milliards d'euros, c'est 27 chèques de 300... Enfin, c'est divisé en 27. C'est 300 divisé par 27. Exactement, je ne ferai pas le calcul. Ce que je veux dire par là, c'est que en se fragmentant, les Européens s'affaiblissent d'une certaine façon. Par exemple, la Russie investit beaucoup moins en volume dans sa défense, mais c'est un seul pays. Donc 300 milliards d'euros, ça paraît beaucoup. Mais en fait, ça a rapporté à 27. Mais comment on fait, Michel Cabirol? On ne va pas les forcer à fusionner. On a vu à quel point c'était difficile de travailler ensemble, par exemple, sur le SCAF. Emmanuel Kivan nous a dit que ça fonctionne aujourd'hui. On arrive à travailler ensemble. Mais comment on lutte contre la fragmentation? C'est très compliqué parce qu'en fait, vous avez des égos nationaux et chaque pays défend son industrie nationale, ce qui est légitime et naturel. On le fait en France, ils le font en Allemagne, ils le font en Italie. Donc ça, c'est intangible. Mais il y a je dirais, il y a un outil qui peut faire changer la donne, c'est l'outil le Fonds européen de défense. Le Fonds européen de défense, le principe, c'est de faire travailler le maximum d'industriels sur une technologie du futur. Donc là, on a vraiment des industriels qui vont travailler en amont sur des technologies du futur, et donc ce qui permettra aux ingénieurs d'Italie, France, Allemagne, pas Grande-Bretagne, mais puisqu'ils ne sont plus maintenant. Mais donc de les faire travailler ensemble et les faire travailler ensemble, c'est déjà un premier pas qui est super important parce que finalement, c'est comme ça qu'on créera. Ils ne travaillent pas ensemble, pas de financement. Exactement. C'est-à-dire qu'on les force par l'argent. S'ils veulent avoir un programme, il faut qu'ils soient 4, 5, 6 nations sur le même présenter le même projet. Présenter le même projet. Ensemble. Grosso modo, je dirais. On en est là, Philippe Rivière. Il faut forcer les industriels par les questions de financement à travailler ensemble. Vous plaidez pour la consolidation, les fusions-acquisitions, se racheter, faire des gros groupes, quoi. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment des places à prendre au niveau européen. Avant de parler de la BITD européenne, il faut qu'on consolide la BITD française pour la rendre forte, puissante et capable, encore une fois, d'affronter tous les enjeux qu'on a devant nous. Le Fonds européen de défense, pour moi, c'est pas nous forcer, c'est au contraire s'ouvrir à l'ensemble des autres clusters européens et qui ont signé des partenariats. Ça nous permet de découvrir leur supply chain, de voir quelles sont les complémentarités et de voir aussi demain, par rapport justement aux enjeux de la DGA et des grands donneurs d'ordre, quelles sont les positions stratégiques qu'on doit prendre. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit d'abord investir et justement faire une acquisition en Allemagne, en Italie, en Espagne? Je ne sais pas. Ça va dépendre quelle armée on supporte. Donc voilà, il y a tous ces enjeux aujourd'hui d'ouverture en tout cas qui nous obligent d'abord à travailler sur notre BITD et la rendre beaucoup plus robuste et capable justement d'aller prendre ses positions stratégiques au niveau européen. BITD, pour les civils comme moi, c'est la filière armement. C'est notre filière de défense nationale. C'est ça, c'est les 4500 PME. C'est ça. Hugo Brugière, cette consolidation, vous continuez à regarder s'il y a des acquisitions à faire? Alors, on regarde toujours, vous savez, je crois que les industriels sont avant tout des chefs d'entreprise et qu'ils ont envie de croître, ils ont envie de grandir, ils ont envie de progresser, ils ont envie de gagner des marchés. Ça, j'en doute pas un instant. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas sûr que vous parliez tout à l'heure de la contrainte par l'argent. L'Europe de la défense, elle se fera parce que on lèvera un certain nombre de barrières et parce qu'il y aura des discussions politiques. Le vrai problème pour moi aujourd'hui de l'Europe de la défense vient surtout de quelle Europe est en train de se bâtir. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a 27 États membres, il y a 27 politiques nationales qui protègent chacune leurs intérêts, leur BITD, tout ce que, et c'est très légitime. Le sujet n'est pas là. Mais l'Europe de la défense, elle s'accélérera non pas parce qu'on donne des primes à ceux qui vont aller se mettre ensemble, mais parce qu'à un moment donné, on va avoir une volonté politique de faire en sorte qu'il y ait une véritable Europe de la défense. Justement, cette volonté politique, Simon Caron, on a vu Emmanuel Macron essayer de réveiller les opinions européennes avec la question d'armée d'hommes sur le sol ukrainien. Ça a eu une certaine émotion, mais c'était peut-être ça le but. Est-ce qu'il y a aujourd'hui justement ces différentes émotions par pays qui poussent à des décisions politiques différentes? De manière générale, il y a un réveil commun des 27. Il y a eu un sommet européen des chefs d'État de gouvernement en mars qui était spécialement consacré à la question de la défense. Donc cette question émerge dans l'esprit des dirigeants européens. Malgré tout, on est encore loin d'une doctrine commune. Les pays ont des intérêts différents, mais ils ont aussi des visions de l'Europe de la défense qui sont différentes.
Il y a un certain nombre de pays qui continuent à voir l'Europe avant tout comme un espace économique. D'autres pays comme la France qui veulent voir l'Europe comme une puissance, donc qui mettent plus l'accent sur la défense. Mais il y a encore un effort de coordination à faire. C'est un peu ce qui est en train de se passer parce qu'on est avant les européennes. On est avant l'installation d'une nouvelle commission et c'est le moment où l'Europe redéfinit un peu ses priorités stratégiques. Il y a un document qui est en train d'être préparé qu'on appelle l'agenda stratégique, qui sera finalisé en juin de cette année, dans 2 mois. C'est le document qui fixe les grandes lignes de la politique européenne des 5 prochaines années. Il en existe une ébauche aujourd'hui en 3 priorités et la sécurité, qui inclut la défense, figure en tête de ces priorités, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Donc il y a un changement, mais pas encore une révolution dans ce domaine. Michel Gabirol, vous qui suivez ces questions depuis longtemps, qui êtes l'encyclopédie des questions de défense en France, qu'est-ce qui manque là dans les européennes comme débat concrètement ? Qu'est-ce qui manque dans ce débat-là ? C'est simple. En fait, pour toutes les questions de défense, c'est une volonté politique. Si vous avez une volonté politique, vous avez un chemin. Donc, est-ce que les Européens sont prêts à faire l'Europe de la défense ? C'est à chaque pays de se décider et à chaque pays de voir si effectivement ils veulent une Europe de la défense qui est unie et non pas qui est 27 pays qui font une Europe de la défense à chacun chez soi. Donc ça, c'est vraiment très compliqué. Et nous, Français, nous, on a une vision très très romantique de l'Europe de la défense. On la défend. Et c'est très bien, mais il ne faut pas le faire au détriment de notre BITD, la fameuse BITD. Donc voilà, il faut voir que les Allemands ne sont pas forcément fanats même si aujourd'hui Boris Pistorius a une volonté de faire de l'Europe de la défense. Ça évolue quand même. Oui. Ça évolue, mais pendant longtemps, ils n'ont pas été fanats. D'ailleurs, la France avait proposé beaucoup de projets européens avec les Allemands, et la plupart d'entre eux, à l'exception de MGCS et du SCAF, ils ont abandonné. Donc du coup, très honnêtement, c'est une question primordiale. Mais aujourd'hui, je ne vois pas de volonté politique dans certains pays de faire l'Europe de la défense. Je suis désolé de le dire, c'est comme ça. Mais c'est pas grave, on vous entend. Il nous reste 1 minute. Est-ce que les banques jouent le jeu ou pas sur la défense ? Avant, certaines n'avaient pas le droit, on voyait dans des fonds et on ne pouvait pas investir dans l'armement. Ça change, la BEI va investir des fonds dans l'armement. Est-ce qu'elle joue le jeu de votre côté à ACI ? Je ne peux pas répondre oui, non, mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur tous les critères ESG, ça reste une problématique. Ouais. Ça va dépendre si on travaille sur du haut de bilan, du bas de bilan. Ça change. Emmanuel Kival a dit, il y a des outils qui arrivent, mais ça reste une complexité. De votre côté, Hugo Prugère, 15 secondes. En 15 secondes, ça reste effectivement très compliqué. Je rajouterais même aux banques les assurances. Vous voyez, exemple concret, hier, on m'a dit, on assure vos activités chasse, on n'assurera pas vos activités de défense. Et je ne trouve pas d'assureur aujourd'hui pour assurer mes activités de défense. Voilà. Vous n'avez pas d'assureur. Banque et assureur, c'est très... Alors, j'en ai encore un pour le moment, mais ça ne va pas durer très longtemps. Donc, non, mais vous cherchez un assureur. Oui, donc on peut faire une annonce. Eh bien, si vous voulez, écoutez, un appel public. On cherche un assureur pour cybergard. Non, mais c'est quand même un vrai sujet. Oui, c'est un vrai sujet, mais banque et assurance aujourd'hui, c'est un problème. Heureusement, la DGA est là, a mis en place des relations avec les banques. Heureusement, la BPI est là, mais aujourd'hui, effectivement, sans ça, on serait en très grande difficulté. Eh bien, on va chercher avec vous. Merci à tous les quatre de m'avoir accompagné pour cette émission spéciale défense.